Les mains de Wyatt Callahan n'avaient pas tremblé depuis la guerre. Pas quand il avait descendu le cercueil de sa femme dans la terre sèche. Pas quand la banque lui avait pris la moitié de son bétail. Pas pendant 7 années de sécheresse, de poussière et de silence qui lui brisaient le cœur. Mais maintenant, elle tremblait. Et ce n'était pas à cause de la chaleur de l'ouest du Texas. C'était à cause de la jeune fille pieds nus sur la route de North Fork qui n'avait pas crié lorsqu'il s'était approché. Elle n'avait pas reculé lorsque ses doigts avaient trouvé la bosse cachée derrière son crâne. Elle murmura seulement 3 mots à travers le sac en toile de jute. Ne détourne pas le regard. Et lorsque le tissu tomba et que la lumière rouge du couchant illumina son visage, Wyatt Callahan cessa de respirer. Non pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle ne l'était pas. Si cette histoire vous a déjà captivé, abonnez-vous dès maintenant et restez jusqu'à la fin. Indiquez dans les commentaires depuis quel pays vous la regardez. Je veux découvrir jusqu'où mène cette histoire. L'été 1873 pesait lourdement sur l'ouest du Texas, comme une main brûlante serrant une fièvre. Wyatt Callahan arriva à Redwall un mardi, non pas pour la compagnie, ni pour le whisky, et certainement pas pour chercher des ennuis. Il est venu parce que sa Juman Bay avait un sabot fêlé et qu'il n'avait plus de pommade que le vieux Doc Perkins mélangeait avec du goudron de pin et du saindoux. C'était la seule raison. Mais les problèmes trouvaient toujours Wyatt, même s'il ne le cherchait pas. Il attacha la jument devant le magasin de Perkins et traversa la rue poussiéreuse pour se rendre au magasin de fourniture. La promenade en bois était presque vide. La chaleur étouffait toute tentative de conversation. Quelques ouvriers se reposaient sous l'auvent du salon de Nettie Boone, buvant de la bière tiède et regardant l'horizon comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose change. L'un d'eux leva son chapeau. Wyatt répondit d'un léger signe de tête sans s'arrêter. Il était à mi-chemin de la porte lorsque la voix de Nettie fendit l'air comme un coup de feu. Wyatt Callahan. Entrez immédiatement. Il s'arrêta. Nettie Boone avait 53 ans, le dos droit comme un poteau de clôture, et elle avait enterré 2 maris sans verser une seule larme en public. Quand elle donnait un ordre, les hommes obéissaient. Elle traversa la rue et poussa les portes battantes. Le salon sentait le vieux tabac, le bois humide et les promesses non tenues. Nettie nettoyait un verre qui brillait déjà depuis un moment. « Assieds-toi, dit-elle. Je ne vais pas rester. Assieds-toi, Wyatt. » Et il s'assit. Nettie posa le verre et se pencha sur le comptoir, baissant la voix suffisamment pour que les hommes sur le porche ne l'entendent pas. Il y a une file sur la route de North Fork. Wyatt la regarda sans ciller. Quel genre de fille? Une de celles qui portent un sac de grains attaché à la tête. Et elle n'a pas de chaussures. Ses doigts restèrent immobiles sur le bois. Depuis combien de temps? Depuis hier. Peut-être plus. Hector Blaine l'a vue en revenant du ruisseau. Il a dit qu'elle était là, debout, sans bouger, sans demander de l'aide, comme si quelqu'un l'avait clouée au sol et était parti. Et personne n'est venu la chercher. Sa mâchoire se crispa. Personne n'ira. Pourquoi? Parce que les hommes de Silas Craze patrouillent ce tronçon depuis l'aube. 2 d'entre eux, armés, à environ 400 mètres au sud, surveillant comme des vautours. En attendant que quelqu'un fasse exactement ce à quoi vous pensez. La poitrine de Wyatt se souleva et s'abaissa une seule fois, lentement et lourdement. Ce fut à ce moment-là que l'air changea. Ce fut à ce moment-là que le destin commença à charger son arme. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Si vous voulez découvrir ce que Wyatt Callahan va faire, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et accompagnez-moi jusqu'à la fin. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette histoire. Voyons jusqu'où peut aller l'écho du Far West. Silas Cray, juge de paix de la municipalité de Harlan Creek, est 2 miles à l'est. Un homme vêtu d'un manteau noir portant une Bible et signant des documents qui faisaient passer les choses pour propres. Wyatt avait vu des gens comme lui pendant la guerre. Des officiers qui ne tiraient jamais un coup de feu, mais signaient les ordres qui envoyaient des garçons dans la fumée des canons. « Que veut Cray d'elle » demanda-t-il. « La même chose qu'il veut d'eux tous. » La voix de Neddy devint monotone. Elle est saucée par sa vente aux enchères. Celle qu'il organise dans ce ranch près de la frontière. Il appelle ça des contrats de travail. Il les signe lui-même. Ils sont aussi légaux qu'un dimanche si on ne les examine pas de trop près. Et le sac. Les mains de Ned cessèrent de bouger.
Le sac signifie qu'elle s'est défendue. C'est ce qu'ils font à ceux qui font du bruit. Ils les attachent, leur couvrent le visage et disent à tout le monde qu'ils sont maudits, que ce sont des marchandises endommagées. Cela évite à Cray d'avoir à rembourser. Wyatt fixait le bar. Le bois avait une fissure qui le traversait en son centre, fine comme un cheveu, divisant le grain en deux. Elle est toujours dehors, dit Nettie. En ce moment, avec cette chaleur, je t'ai entendu. Alors fais quelque chose ou rentre chez toi et fais comme si tu n'avais rien entendu. Il se leva. La chaise racla le sol. Il mit son chapeau et se dirigea vers la porte. Wyatt, arrête-toi. Craze est juge. Si tu enlèves cette figue de sa robe, il considérera ça comme un vol. Il viendra te chercher avec ses papiers et son badge. Tu comprends? Wyatt poussa la porte. Alors ces papiers ne valent même pas le prix de l'allumette que j'ai utilisée pour les brûler. Il ne revint pas chercher les sabots. Il monta sur le maire, malgré son sabot abîmé, et partit vers le nord. La route de North Fork était un bout de terre compact insignifiant qui serpentait entre deux crêtes basses couvertes de buissons et de moustiques. En été, la chaleur la rendait blanche. En hiver, elle se transformait en boue. Entre les deux, ce n'était qu'un chemin que personne n'empruntait, sauf s'il s'était perdu ou ne voulait pas être retrouvé. Il l'aperçut à 400 mètres de distance. Elle se tenait au milieu du chemin, comme si on l'avait plantée là. Immobile, sans vaciller, juste une silhouette dans la poussière. Sa robe, fine et pâle, lui arrivait au-delà des genoux. Elle était pieds nus. Ses pieds étaient énormes à cause de la saleté. Ses mains étaient attachées devant elle avec une corde qui avait marqué ses poignets. Et elle portait un sac de céréales bien ajusté autour du cou. Wyatt fit marcher le maire, puis s'arrêta. Il descendit lentement de cheval, ses bottes frappant le sol, et s'arrêta à 6 mètres d'elle, assez près pour lui parler, assez loin pour ne pas l'effrayer. « Madame? » Pas de réponse. « Madame, vous m'entendez? » Son épaule bougea, elle respira, puis parla d'une voix rauque et cassée, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. « Je vous entends, je m'appelle Wyatt Callahan. J'ai un ranch à une dizaine de kilomètres au sud. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. » Silence. C'était la dernière chose qu'il avait dite. Wyatt déglutit. « Je suppose que oui, mais je ne suis pas lui. » Elle ne répondit pas. Ses mains attachées pendaient devant elle, les doigts recourbés vers l'intérieur. La corde avait frotté sa peau jusqu'à la mettre à vif. Il pouvait voir du sang sécher sur les bords. « J'aimerais vous enlever ce sac de la tête, » dit-il. « Si vous me le permettez. » Elle leva légèrement le menton. La toile de jute bougea. Ils ont dit que si quelqu'un me l'enlevait, je les maudirais. Que mon visage apporte la ruine. J'ai vu la ruine, madame. Elle ne vient pas d'un visage. Une longue pause. Le vent poussa la poussière à travers la route qui les séparait. Puis, un silence si profond qu'il était presque imperceptible. « Ne détournez pas le regard, madame. » Quand je l'enlèverai, sa voix se brisa sur les bords. « Ne détournez pas le regard. C'est la seule chose que je vous demande. » Tout le monde détourne le regard. Wyatt fit un pas en avant. Ses mains, cailleuses à cause de la pluie, du fil de fer des clôtures et des années passées à saisir des objets qui tentaient de s'échapper, atteignirent le nœud derrière son cou. Il était cruellement serré. Celui qui l'avait fait avait plié la corde et l'avait serré d'un tour qui s'enfonçait dans la toile de jute, la tirant fortement contre son crâne. Il travailla lentement, fil par fil, avec des doigts fermes, même si quelque chose dans sa poitrine s'était tendu et réchauffé. Le nœud céda et le sac se desserra. Il le souleva. Elle frissonna, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'air, de la lumière, par la sensation d'être découverte après Dieu sait combien de temps. Elle ferma les yeux avec force, puis les ouvrit lentement, clignant des paupières face au soleil bas. Son visage était jeune, 20 ans, peut-être 21. Elle avait les cheveux noirs emmêlés sur les tempes, des taches de rousseur sur le nez et un bleu sur la mâchoire, d'un violet intense qui vire au jaune sur les bords. Sa lèvre inférieure était fendue et avait cicatrisé de travers, et elle avait une égratignure sur la joue gauche, comme si on l'avait traînée sur le gravier, mais ses yeux étaient clairs, verts et pénétrants, et la regardaient droit dans les yeux. Il ne détourna pas le regard. « Là, dit-il à voix basse, il est détaché. » Elle le fixa longuement, l'observant, le testant, attendant le dégoût, la pitié ou le coup de poing. Rien de tout cela ne vint. « Tu n'as pas bronché, dit-elle.
Il n'y a aucune raison de le faire. Elle leva ses mains liées vers son visage. Elle toucha sa joue comme pour vérifier qu'elle était toujours là. Puis elle regarda ses poignets et la corde qui s'y enfonçait. Tu peux? Commença-t-elle à dire. Il sortait déjà son couteau. Il coupa la corde en 2 coups nets. Elle siffla lorsque la pression se relâcha et que le sang revint dans ses doigts. Elle ouvrit et ferma les mains, les regardant comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Tu as un nom? Demanda-t-il. Elle hésita. On m'a donné un numéro. Sept, ce n'est pas un nom. Non, en effet. Comment t'appelait ta mère? Quelque chose brilla derrière ses yeux. De la douleur, peut-être. Ou un souvenir. Je te le dirai quand je te ferai confiance, dit-elle. Wyatt acquiesça. Ça me semble juste. Il regarda vers le sud. Les 2 cavaliers dont Nettie avait parlé avaient disparu ou s'étaient cachés. Quoi qu'il en soit, rester à la vue de tous n'était pas judicieux. J'ai de l'eau au ranch, de la nourriture, une chambre avec une porte qui se ferme de l'intérieur. Tu peux rester si tu veux, sans condition. Et elle ne bougea pas. Pourquoi? Parce qu'il fait 40 degrés et que tu es resté là, debout, avec un sac sur la tête. Ce n'est pas une raison. C'est la seule que j'ai. Elle l'étudia à nouveau. Puis elle regarda ses pieds, coupés et ensanglantés là où un rocher lui avait entaillé la plante, et regarda à nouveau son cheval. Je ne monte pas derrière des hommes que je ne connais pas. Alors marche à mes côtés. Je vais emmener le maire. Elle cligna des yeux. Quelque chose changea sur son visage. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais l'absence de rejet. Elle se mit à marcher à ses côtés, boitant légèrement, les bras croisés sur la poitrine. Ils marchèrent en silence pendant 1/4 de mille avant qu'elle ne parle. Tu as fait la guerre. Comment le savez-vous? À la façon dont vous avez regardé vers le sud avant que nous partions. À la façon dont vous gardez votre main près de votre ceinture. Les soldats font ça. Union, 7e régiment de cavalerie, division du Missouri. Avez-vous tué des hommes? Oui. Cela vous a-t-il changé? Wyatt fit 3 pas avant de répondre. J'ai arrêté de dormir la nuit, j'ai commencé à parler plus aux chevaux qu'aux gens. J'ai épousé une femme qui m'a fait me sentir mieux pendant un certain temps. Puis elle est morte et tout a empiré. Elle ne vous a pas demandé pardon, elle ne m'a pas consolé, elle se contentait d'acquiescer comme si elle comprenait que certaines blessures ne veulent pas être recousues. On m'a sorti de Boston, dit-il, d'un bateau en provenance de Cork. J'avais 15 ans. Wyatt serra les mâchoires, mais ne l'interrompit pas. Un homme sur le quai m'a dit qu'il avait du travail, de la couture, de la réparation, respectable, et m'a tendu un papier à signer. Je l'ai lu. Tu sais lire. Ma mère m'a appris avant de mourir. C'est la seule chose utile qu'elle m'ait laissée. Que disait le papier? Transfert de la garde et de la tutelle au titulaire à son arrivée sur le territoire désigné. Elle l'a récité d'un ton monotone comme si elle avait mémorisé chaque mot. J'avais 15 ans et je savais ce que cela signifiait. Je l'ai raconté aux autres filles, nous étions 6. Je l'ai lu à haute voix. Que s'est-il passé? L'homme m'a frappé, il m'a dit que je mentais. Les autres l'ont cru parce qu'il portait un manteau propre et avait une voix douce. Elle déglutit avec difficulté. Ils nous ont fait monter dans un wagon et nous ont emmenés dans un ranch près de la frontière. Un homme vêtu d'un manteau noir nous attendait. Il avait des papiers officiels tamponnés. Cray. Elle l'a regardé. Tu le connais? Je sais qui c'est. Il nous a mis en rang et nous a demandé de sourire. Celles qui ont souri, il les a vendues rapidement. Il les a qualifiées de gentilles. Il a fait une pause. Je n'ai pas souri. Alors, il t'a mis le sac. Pas tout de suite. Il m'a d'abord vendu à un homme appelé Durban, un acheteur de bétail. Il a payé 12 $. Sa voix n'a pas tremblé quand il l'a dit. Quand Durban m'a enlevé le sac et a vu que je ne parlais pas, il a dit que j'étais défectueuse, une malédiction. Il m'a jeté de sa voiture à 3 miles d'ici et m'a laissé attaché avec la corde. Il t'a simplement abandonné. Il a dit que je ne valais pas la peine qu'il gaspille une balle pour moi. Le ranch est apparu à l'horizon, bas et usé par le temps, une cabane avec un porche et une grange, et une clôture qui s'enfonçait dans la plaine comme des bras essayant d'atteindre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tenir. « C'est ta maison, » a dit Wyatt. Elle l'a regardé pendant un long moment. « C'est calme, c'est vrai. Je n'ai pas connu la tranquillité depuis 6 ans. » Il conduisit la mère à l'abreuvoir et la laissa boire. Puis il se dirigea vers le porche, ouvrit la porte principale et s'écarta.
La porte se ferme de l'intérieur, dit-il. Le verrou en haut, le loquet en bas, les clés dans le clou près de la fenêtre. Elle sortit sur le porche, s'arrêta, regarda la porte, puis la serrure, puis le regarda à nouveau. Où dormez-vous? Où je l'ai déjà fait auparavant. Mère, ne vous souciez pas de ma compagnie. Renonceriez-vous à votre propre lit? C'est une chambre, madame. Ce n'est pas un sacrifice. Elle entra. Il entendit ses pas sur le parquet, puis le bruit de la serrure qui tournait, puis le silence. Wyatt s'assit sur la marche du porche et écouta la nuit tomber, d'abord les grillons, puis le vent, puis le lent refroidissement de la terre, comme si la campagne laissait derrière elle la colère du jour. Au bout de 20 minutes, la porte s'ouvrit derrière lui. Elle se tenait dans l'encadrement, tenant une tasse en étain qu'elle avait trouvée sur l'étagère. Ses mains tremblaient. Il y a de l'eau dans le tonneau près du poêle, dit-il sans se retourner. Des haricots dans la marmite. Le pain a un jour, mais il est mangeable. Je ne suis pas venu pour manger. Il se retourna. Elle leva son poignet gauche. Dans la faible lumière, il vit ce qui lui avait échappé auparavant. Pas seulement des brûlures de cordes, mais de l'encre, des lettres décolorées et estompées, écrites au charbon à l'intérieur de son avant-bras. 4 noms, Margaret, Colleen, Ada, Bess, dit-elle. Les autres filles, j'ai écrit leurs noms sur mon bras avant qu'ils ne m'attachent le sac. Wyatt regarda les noms. Pourquoi? Parce que je pensais qu'ils trouveraient de mon corps, et je voulais que quelqu'un sache que nous avions des noms. Elle baissa le bras. Pas des numéros. Le vent changea de direction. Quelque part au-delà de la clôture, un faucon poussa un cri puis se tut. « Tu as un bout de papier? » demanda-t-elle. « Et de quoi écrire? »« Pourquoi? »« Je veux tout écrire. »« Tout. Le bateau, le ranch, la vente aux enchères, le nom de Craig, les papiers qu'il a signés. Tout. »« Pour qui est-ce? » Elle le regarda dans les yeux, fermement, clairement, pour ceux qui viendront après moi, pour qu'ils ne puissent pas dire que cela ne s'est pas produit. Wyatt se leva, entra, revint avec une feuille de papier d'emballage brun, un morceau de crayon et la lampe de poche. Elle s'assit sur le sol du porche, les jambes croisées, et commença à écrire. Son écriture était petite, serrée et assurée. Elle ne s'arrêta pas, ne renda pas. Elle écrivait comme quelqu'un qui avait composé les mots dans sa tête depuis 6 ans, attendant qu'une main soit enfin assez libre pour tenir un crayon. Wyatt s'assit sur la marche supérieure, le fusil sur les genoux, observant la route qui s'assombrissait. Il ne lui demanda plus son nom. Elle le lui dirait quand elle serait prête, et quelque part au sud, au-delà de la crête, du lit asséché du ruisseau et du tronçon de route désert où gisait, froissé sur le sol, un sac de céréales, 2 cavaliers firent faire demi-tour à leurs chevaux vers l'est et repartirent vers Harlan Creek, vers Silas Cray, vers un homme qui ne savait pas encore que la fille à qui il avait vendu pour 12 $ savait lire et qu'elle notait tout. Elle écrivit pendant 3 heures d'affilée. Wyatt ne l'interrompit pas. Il s'assit sur la marche du porche, le fusil sur les genoux, et écouta le crayon gratter le papier brun comme un petit animal grattant pour sortir de quelque chose. De temps en temps, elle s'arrêtait, respirait bruyamment par le nez, puis recommençait plus vite, comme si les mots allaient disparaître si elle ne les fixait pas assez rapidement. Quand elle posa enfin son crayon, ses doigts étaient crispés comme des griffes. Elle les étira, grimaça de douleur et regarda ce qu'elle avait écrit. 3 pages, recto verso, couvertes de petits caractères serrés qui occupaient chaque centimètre carré. « Tu as fini? » demanda Wyatt sans se retourner. « Non, mais ma main, oui. » Il se leva et entra dans la maison. Il revint avec une assiette de haricots froids, un morceau de pain et un verre d'eau, et les posa à côté d'elle sous le porche. Elle prit d'abord le pain et en prit une bouchée lentement, comme si elle vérifiait que son corps se souvenait encore comment manger sans se presser. Au bout d'1 minute, elle dit « Tu ne vas pas le lire? »« Non, sauf si tu le souhaites. Je veux que tu le fasses. » Elle prit de la première page, la rapprocha de la lampe de poche et la lut lentement, sans vente. L'écriture était ferme, presque formelle, comme un document juridique rédigé par quelqu'un qui comprenait parfaitement la fonction des documents juridiques. Elle avait noté les dates dont elle se souvenait, les noms, les descriptions, le bateau de Cork, le Bridget Ann, amarré dans le port de Boston en mars 1867. Un homme appelé Polk qui les avait accueillis sur la passerelle. 6 filles âgées de 15 à 19 ans.
Un voyage en charrette qui avait duré 4 jours. Un ranch sans enseigne et sans nom. Juste une clôture et un long bâtiment avec des cadenas aux portes. Et puis Cray, il l'a décrit en détail. Manteau noir, lunettes à monture métallique, voix douce. La façon dont il examinait chaque fil comme du bétail, vérifiant ses dents, ses mains et la forme de ses épaules. La façon dont il écrivait dans un livre de comptes relié en cuir avec une plume en argent, notant chaque transaction dans une colonne. Nom, âge, prix, acheteur. Il tient un registre, a dit Wyatt. Il note tout. Il en est fier. Il nous a dit un jour qu'un registre bien tenu fait la différence entre le commerce et la barbarie. Wyatt a posé le papier sur la table. Tu te souviens à quoi ressemblait le registre? Cuir marron, fermeture dorée. Il le gardait dans le tiroir supérieur d'un bureau à couvercle roulant dans la pièce principale de la maison du ranch, à gauche. Tu as vu tout ça avec un sac sur la tête? Elle le regarda. Le sac est venu après. J'ai eu 3 jours avant ça. 3 jours à observer et à me souvenir. Parce que tu savais. Parce que je pouvais lire les contrats. J'ai su ce qui se passait dès que j'ai vu le mot « transfert ». Les autres filles ne le savaient pas. Elles pensaient signer des contrats de travail. Elle fit d'une pause. Colleen avait 16 ans. Elle a signé d'un X parce qu'elle ne savait pas écrire son nom. Wyatt replia soigneusement les pages et les lui rendit. C'est un procès. Je sais, un juge fou. Sa parole a du poids dans cette région. Sa parole a du poids parce que personne n'a dit le contraire. Il la regarda à la lumière de la lampe torche, avec son hématome à la mâchoire qui devenait vert et ses yeux perçants comme du verre brisé. Elle ne ressemblait pas à une fille qui était restée debout sur la route avec un sac sur la tête pendant 12 heures. Elle ressemblait à quelqu'un qui construisait une arme avec de l'encre et des souvenirs. « Que veux-tu faire avec elle? » lui demanda-t-il. « Je veux trouver quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Un shérif, un juge fédéral, quelqu'un dont la signature est au-dessus de la sienne. C'est beaucoup demandé par ici. » Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que c'était ce que je voulais. Wyatt prit le fusil, vérifia la charge et le referma d'un clic. « Alors nous commencerons demain matin. Pour l'instant, tu as besoin de dormir. » « Je ne dors pas. Essaye. » Elle ramassa les pages, les plia en deux et les glissa dans la ceinture de sa robe, contre sa peau. Il la regarda. « Tu vas dormir dans la grange? »« Oui, madame, tu entendras si quelqu'un arrive. J'entendrais un lapin franchir la clôture à 40 mètres. Entre. » Elle entra. La serrure cliqua. Wyatt se rassit. Il ne dormit pas non plus. Le premier bruit se fit entendre vers 3h00 du matin. Ce n'étaient pas des bottes ni des pas. C'était un sanglot étouffé, réprimé, contre un oreiller ou un poing, ou tout ce qu'elle avait trouvé pour se couvrir le visage afin qu'il ne l'entende pas. Mais il l'entendit. Il s'assit sur la marche du porche et regarda dans l'obscurité, la laissant pleurer. Certaines peines ont besoin d'un témoin. D'autres ont besoin d'être seules. Il supposa que la sienne appartenait à la deuxième catégorie. Non pas parce qu'elle voulait de l'intimité, mais parce qu'elle n'avait jamais eu personne devant qui pleurer, qui ne l'utilise contre elle. À l'aube, les pleurs avaient cessé. Lorsque le soleil a couronné la crête, elle se tenait debout devant la porte, le visage lavé et les cheveux attachés avec un morceau de tissu qu'elle avait arraché de l'ourlet de sa robe. Elle avait les yeux gonflés, mais la mâchoire ferme. « J'ai besoin de plus de papier, dit-elle. Bonjour à toi aussi. Pendant la nuit, je me suis souvenu de 2 autres noms et d'une date, la deuxième vente aux enchères. Je crois que c'était en septembre. » Wyatt est allé dans la grange, a fouillé dans ses provisions et a trouvé un livre de comptes à moitié utilisé qu'il avait gardé pour compter le bétail. Il a arraché les pages blanches et les a apportées avec le morceau de crayon et un autre qu'il avait taillé avec son couteau. Elle les a pris sans rien dire rien et s'est assise à la table à l'intérieur. Elle a écrit. Il a préparé du café sur la cuisinière et a posé une tasse à côté d'elle. Elle n'a pas levé les yeux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. 1 heure s'est écoulée, puis 2. Elle a rempli 6 pages supplémentaires. Quand elle s'est enfin arrêtée, elle respirait difficilement, comme si elle avait couru. « L'homme qui m'a acheté, a-t-elle dit. Durban. Ce n'était pas le pire. » Wyatt s'est appuyé contre le cadre de la porte. Non, le pire était un homme appelé Hall. Il a acheté Ada. Elle avait 17 ans, des cheveux roux, des taches de rousseur comme les miennes. Elle a dégluti. Je n'ai jamais revu Ada après la vente aux enchères.
Aucun d'entre nous ne l'a revue. Tu penses qu'elle est... Je pense qu'Ada n'existe plus. Pas pour ceux qui tiennent des registres. Elle leva les yeux. C'est pour ça que j'écris. Parce que si je ne le fais pas, aucun d'entre nous n'existera. Wyatt posa son café. Tu existes. Prouve-le. Mon nom n'apparaît sur aucun document, ni sur l'acte de naissance, ni sur le manifeste du bateau. Il n'acceptait aucun contrat avec une signature réelle. Je suis une fille avec un numéro qui se trouvait sur une route avec un sac sur la tête. Si je meurs demain, personne ne fera de rapport. Moi, je le ferai. Elle l'étudia longuement. Pourquoi ça t'importe? Je te l'ai déjà dit. Tu m'as dit qu'il faisait chaud et j'étais là, debout. Ce n'est pas pour ça que tu es sorti. Ned t'a dit qu'il y avait des fous qui regardaient. Tu savais que c'était dangereux. Et tu es venu quand même. Elle se pencha en avant. Pourquoi? Wyatt approcha la chaise en face d'elle et s'assit. Il posa les mains sur la table et prit une profonde inspiration. J'avais une femme, Sarah. Elle est morte de la tuberculose il y a 3 ans. Rapidement. Une semaine, elle étendait le linge. La semaine suivante, je creusais une tombe. Il fit une pause. Avant de mourir, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, « Wyatt, tu es un homme bon qui s'est habitué à ne rien faire. » Elle n'était pas en colère quand elle a dit ça. Elle était triste et elle avait raison. Il regarda la jeune fille de l'autre côté de la table. « Cela fait 3 ans que je ne fais rien, que je nourris les chevaux, que je répare les clôtures, que je garde la tête baissée, et tous les dimanches, je passe devant cet homme et je sais qu'elle aurait honte de moi. Alors je suis ta pénitence? Non, madame. Vous êtes ma raison d'arrêter de prétendre que le monde n'est pas en feu, simplement parce que mon petit coin est tranquille. » Elle a soutenu son regard, puis elle a poussé l'une des pages écrites à travers la table. « Lis ça à haute voix. » Il l'a pris. C'était une description détaillée et clinique de la vente aux enchères. La façon dont les filles devaient se tenir debout sur une estrade dans la salle principale du ranch de Craig. La façon dont les acheteurs marchaient autour d'elles. La façon dont Craig lisait leurs qualifications comme s'il vendait des meules. Une entrée fit tressaillir Wyatt. Numéro 7, femme, environ 15 ans, alphabétisée, considérée comme rebelle. Prix de réserve, 8 $, vendu à Air, Durban, pour 12 $. Remarque, l'acheteur a été informé de son tempérament. Il posa le papier sur la table. « C'est toi, dit-il. C'est ce que tu valais. 12 $ et un avertissement. C'est ce qu'ils ont demandé. Ce n'est pas ce que tu vaux. » Elle ne sourit pas, mais quelque chose changea sur son visage. Une fissure dans le mur qu'elle avait construit. Pas un effondrement, juste une fissure suffisante pour laisser passer un peu de lumière. « Je dois te dire quelque chose, dit-il, et tu ne vas pas aimer ça. Vas-y. » Quand ils m'ont mis le sac sur la tête, ce n'était pas seulement parce que je n'avais pas souri. C'était parce que j'avais lu le contrat de Craig à haute voix devant les autres filles. Le vrai, pas la copie qu'il nous avait montrée. Celui qui disait « emploi domestique ». Le vrai. Celui qui était sur son bureau et qui disait « transfert de propriété après réception du paiement ». Comment l'as-tu obtenu? Je l'ai volé. La deuxième nuit, quand tout le monde dormait, je suis entré dans son bureau, j'ai ouvert le bureau et j'ai lu toutes les pages du livre de comptes à la lumière d'une bougie. Elle fit une pause. Il m'a surprise. Wyatt serra les poings sur le bord de la table. Qu'a-t-il fait? Il ne m'a pas frappé. Ce n'est pas son genre. Il s'est assis en face de moi, comme vous maintenant, et il m'a dit, « Tu es une fille intelligente. Les filles intelligentes ont 2 options. Soit elles se taisent et vivent inconfortablement, soit elles font du bruit et disparaissent. Et vous faites du bruit. » J'ai crié. Le lendemain matin, quand ils nous ont mis en rang, j'ai crié tout ce que j'avais lu. Les prix, les noms, les acheteurs. J'ai crié jusqu'à en avoir la voix cassée. Et puis le sac, et la corde. Et Craig debout au-dessus de moi qui disait « Personne ne croit une fille qui ne peut pas montrer son visage. » Il a touché sa mâchoire où le bleu commençait à s'estomper. Il avait raison. Personne ne le croyait. Je te crois. Tu n'as pas vu la preuve. Je la vois. Il a cligné rapidement des yeux. Il a détourné le regard. Sa main se dirigea vers les pages posées sur la table et les lissa comme si elle défroissait un drap. « Il y a plus, dit-elle. Craig ne vendait pas seulement des filles, il tenait un registre de tout. Les acheteurs, les prix, les dates, les itinéraires.
Si ce registre existe toujours, il suffit à le condamner. S'il existe, un homme comme Cray ne détruit pas ses propres registres. Ils sont la preuve qu'il est organisé, la preuve qu'il est légitime. Il en a plus besoin de ses registres qu'il n'a besoin de nous. Wyatt se leva et s'approcha de la fenêtre. La route vers le sud était déserte. De la poussière, de la chaleur et rien d'autre. Nettie a dit qu'un marshal fédéral parcourait le territoire, dit-il. Il se rend à El Paso pour des affaires gouvernementales. S'il passe par Red Wall, quand? Elle n'a pas dit quand. Ça pourrait être dans une semaine. Ça pourrait être dans un mois. Hein? Je n'ai pas un mois. Cray sait que je suis parti. Il sait que quelqu'un m'a sorti de cette route. Ses hommes surveillaient. Elle se leva. Il viendra chercher ses pages. Elles sont la seule chose plus dangereuse pour lui que moi. Alors nous ferons des copies. Elle le regarda. Quoi? Réécris tout. 2 copies. L'une restera ici. L'autre sera confiée à Nettie. Tu lui fais confiance, Nettie. Boone a un coffre-fort derrière son bar que même ses maris décédés ne connaissaient pas. Elle le gardera. La jeune fille acquiesça lentement. Puis elle prit le crayon. Il me faudra plus de papier. Je t'apporterai plus de papier. Elle se remit à écrire. Wyatt l'observa un moment. La façon dont sa main gauche tenait le bord de la page tandis que sa main droite bougeait avec fermeté et assurance. La façon dont elle marquait une pause entre les paragraphes, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle choisissait les mots justes. Elle ne se contentait pas d'écrire un témoignage. Elle construisait un dossier. Et elle le construisait comme quelqu'un qui aurait lu des contrats, des livres comptables et des documents juridiques depuis l'âge de 15 ans. Précise, détaillée, hermétique. Tu aurais fait une excellente avocate, dit-il depuis la porte. J'aurais fait beaucoup de choses, Diaz, dit-elle sans lever les yeux, si on m'avait laissé faire. Il alla dans la grange pour nourrir les chevaux. Quand il revint une heure plus tardement, elle avait rempli 11 pages supplémentaires et les avait alignées sur la table dans l'ordre, chacune numérotée dans le coin supérieur droit. Je dois te dire autre chose, dit-elle. Il y a autre chose. Craig ne vend pas seulement des faits, Wyatt. Il les vend à des hommes spécifiques, des hommes importants, des éleveurs, des hommes d'affaires, un juge territorial à Santa Fe, un chef de chantier ferroviaire à Abilene. Elle tapota les pages. Tout est là. Les noms, les dates. Je me suis souvenu de ce que j'ai pu, et j'ai pu me souvenir de beaucoup de choses parce que j'ai lu ce livre de contes d'un bout à l'autre en une nuit. Tu veux dire que Cray est protégé? Je te dis que Cray a des clients et que certains d'entre eux ont des insignes. L'air dans la cabane s'est figé. Wyatt a regardé les pages sur la table, puis la fille, puis le fusil appuyé contre le mur. « Combien? » demanda-t-il. « Dans le livre de comptes, 37 noms en 2 ans. Ce ne sont que ceux que j'ai vus. Il faisait ça depuis plus longtemps. Et les filles, des centaines, peut-être plus. Il les fait tourner. Celles qui se taisent sont vendues. Celles qui posent un problème sont renvoyées et jetées. » Elle fit une pause. « Ou pire, tu as dit Ada. Le nom d'Ada n'apparaissait pas dans le livre de compte après la vente. Toutes les autres filles avaient une note de suivi. Livrée, renvoyée, revendue. L'entrée d'Ada s'arrêtait simplement. Wyatt s'assit brusquement. Dieu Tout-Puissant, Dieu n'était pas dans cette pièce. Elle redressa les pages une fois de plus. Mais moi, j'étais là, et je me souviens de tout. Dehors, un cheval hennit, puis un autre. Wyatt tourna brusquement la tête vers la fenêtre. 2 chevaux, Paudo le sien. Il attrapa le fusil et traversa la pièce en 3 pas, ouvrit légèrement la porte et regarda dehors. 2 cavaliers sur la route sud. Encore loin, peut-être à un quart de mile, avançant lentement, dans la même direction qu'avant, avec la même posture, observant. « Ils sont revenus, » dit-il à voix basse. Elle ne prit pas peur. Elle ramassa rapidement et soigneusement les pages sur la table et les plia en un carré compact. Elle regarda autour d'elle. « Où? » demanda-t-elle. Wyatt s'approcha de la cheminée et retira une pierre mal fixée de la base. Derrière, il y avait un espace suffisamment grand pour y cacher un pistolet, une bouteille ou une pile de papier plié. « La cachette de Sarah, » dit-il. Elle y gardait la bague de sa mère. Personne ne le sait. La jeune fille glissa les pages à l'intérieur. Wyatt remit la pierre en place. « Maintenant, éloigne-toi de la fenêtre, » dit-il, « et n'ouvre la porte à personne d'autre que moi. » Elle acquiesça, mais ne se déplaça pas vers le fond de la pièce. Elle resta debout près de la table, les mains posées sur le bois et le menton levé. « Je ne vais pas me cacher sous le lit, Wyatt. Je ne te demande pas de te cacher. Je te demande de rester en vie. »
Elle le regarda dans les yeux pendant un instant. Puis elle recula d'un pas jusqu'au coin, juste hors du champ de vision de la fenêtre. Cela suffit. Il sortit sur le porche, posa le fusil sur sa hanche et attendit. Les cavaliers approchaient lentement, soulevant la poussière sur leur passage comme une tache qui s'étale sur un tissu propre. Deux hommes, les deux mêmes qu'auparavant, supposa-t-il, bien qu'ils portaient des chapeaux bien enfoncés sur la tête. Ils s'arrêtèrent devant la barrière. Le premier se pencha en avant sur sa selle, avec une bouche jeune et malicieuse, et une cicatrice qui lui barrait l'oreille jusqu'au cou. « Bonjour, dit l'homme. » Wyatt ne répondit pas. « Nous venons au nom du juge Cray. Nous recherchons une jeune fille. Vous l'avez peut-être vue. Peut-être pas. » Le deuxième cavalier, plus âgé, plus corpulent, avec des mains trop grandes pour les rênes, transféra son poids d'un pied à l'autre. Elle a les cheveux foncés, elle est mince, probablement maltraitée. Elle est la propriété du tribunal, monsieur. Contrat légal. Je ne connais aucun tribunal qui vend des filles sur la route, le premier homme sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. Le juge Cray a les papiers. Il dit qu'elle est une travailleuse en fuite. Il est en droit de la récupérer. Wyatt leva le fusil à hauteur d'épaule, à niveau, ferme. Il visa le centre de la poitrine du premier homme. Fiche le camp. Attends. J'ai dit, fiche le camp et transmets un message à Cray de ma part. Les hommes attendirent. Dis-lui que la fille sait lire. Le sourire du premier homme s'éteignit pendant une seconde. Une lueur comme une bougie dans le vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il. Il le saura. Les hommes se regardèrent. Le plus âgé secoua lentement la tête, fit demi-tour avec son cheval et commença à s'éloigner sur le chemin. Le plus jeune garda les yeux fixés sur Wyatt pendant 3 secondes supplémentaires. Puis il les suivit. Wyatt les regarda jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'un nuage de poussière. Lorsqu'il rentra, elle était exactement là où il l'avait laissée, les mains sur la table et le menton relevé. Mais ses jointures étaient blanches et une seule larme avait laissé une trace dans la poussière sur sa joue gauche. Elle l'essuya du revers de la main, rapidement, avec colère, comme si cette larme l'avait trahi. « Tu leur as dit que je savais lire, dit-elle. « Oui. C'est la chose la plus intelligente que tu aies jamais faite ou la plus stupide. » Wyatt posa le fusil par terre. « Probablement les deux. Cray va venir en personne maintenant. Tu le sais bien. Je sais que la prochaine fois, il n'enverra pas ces gars. Il viendra avec des papiers, des hommes et sa voix douce, et il essaiera de rendre ça légal. Qu'il vienne. » Elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Craig ne perd pas. Il n'a jamais perdu. Il a les juges, les shérifs et la moitié du territoire dans sa poche. Un éleveur avec un fusil ne l'arrêtera pas. » Wyatt retira la pierre de la cheminée, sortit les pages et les leva. Un éleveur ne l'arrêtera pas. Mais un éleveur et une fille qui sait lire et 37 noms écrits par un homme mort. Il posa les pages sur la table entre eux. Ça pourrait le faire. Elle regarda les pages, puis lui, puis la porte qui se verrouillait de l'intérieur. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée sur cette route, quelque chose apparut dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. Ce n'était ni de la gratitude, ni du soulagement. C'était de la détermination. « J'ai besoin de plus de papier, dit-elle, et j'ai besoin d'écrire plus vite. » Elle écrivit toute la nuit. 2 copies, chaque page numérotée, chaque nom écrit, chaque date marquée de 2 cercles. Lorsque le coq chanta, elle avait 26 pages sur la table en 2 piles identiques, maintenues par des pierres provenant de la cheminée. Wyatt entra de la grange, sentant le foin et la sueur. Il regarda la table et s'arrêta. « Tu as dormi un peu? Dormir, c'est pour les gens qui ne sont pas poursuivis. » Il se servit du café et posa une tasse à côté d'elle. Elle la prit de la main gauche, car sa main droite était restée crispée en un point qu'elle ne pouvait plus ouvrir complètement. « Aujourd'hui, nous apporterons une copie à Nettie, dit-il avant que Cray ne fasse son coup. Je viendrai avec toi. Non. Elle leva les yeux. Je ne vais pas rester ici toute seule. Tu es plus en sécurité ici. Les serrures et des portes, les fusils chargés. Je serai de retour avant midi. Et si tu ne reviens pas? » Il ne répondit pas. « Wyatt, si tu ne reviens pas avant midi, que dois-je faire, hein? » Il retira la pierre qui se trouvait dans la cheminée. Il y glissa la 2e copie des pages. Il remit de la pierre en place. « Si je ne reviens pas avant midi, prendre le cheval qui est attaché derrière la grange. Il est rapide et ne s'effraie pas facilement. Chevauche vers le nord jusqu'à la rivière, puis vers l'ouest jusqu'à Fort Benson.
Il y a un avant-poste fédéral là-bas. Entre, demande à parler au responsable et remette-lui ses pages. Et ne t'inquiète pas pour moi, ce n'est pas une réponse. C'est la seule qui compte pour l'instant. Elle se leva, s'approcha suffisamment de lui pour qu'il puisse sentir le savon de lit qu'elle avait utilisé pour se laver les cheveux la veille au soir. Je ne vais pas perdre la seule personne qui m'ait regardé dans les yeux sans détourner le regard. Wyatt la regarda fixement. Tu ne le feras pas. Je reviendrai. Il prit la première pile de pages, les enveloppa dans un tissu imperméable, les rangea dans sa chemise et chevaucha vers Redwall. Nettie balayait le porche lorsqu'il arriva. Elle jeta un coup d'œil à son visage et s'arrêta. « C'est grave? » demanda-t-elle. « Assez grave pour que j'aie besoin de ton coffre-fort. Entre. » Le salon était vide. Il était trop tôt pour les buveurs et trop chaud pour quiconque avait un peu de bon sens. Nettie le conduisit derrière le bar, à travers l'entrepôt, jusqu'à un mur qui ressemblait à tous les autres du bâtiment. Il appuya sur un nœud dans le bois et un panneau s'ouvrit. Derrière, il y avait un coffre en fer vissé au sol. Il l'ouvrit avec une clé qu'il portait autour du cou, attachée à une chaîne. « Qu'est-ce que j'ai entre les mains ?» demanda-t-il. Le témoignage écrit par la jeune fille. Des noms, des dates, des transactions, tout ce que Craig avait fait au cours des 2 dernières années, voire plus. Nettie prit le paquet enveloppé dans du papier ciré et le rangea dans le coffre-fort, le referma, le verrouilla et laissa le panneau se refermer. « Si quelque chose nous arrive, à la jeune fille et à moi, dit Wyatt, remettez ces pages à un marshal fédéral, pas à un shérif local, ni à un juge territorial. Fédéral, je connais la différence, Wyatt. Je sais que tu la connais. » Elle le regarda fixement. « Tu piques un serpent à sonnette avec un bâton court. Le serpent à sonnette mord les gens depuis des années. Quelqu'un doit le piquer, et ce doit être toi. Aujourd'hui, ce doit être quelqu'un. C'est moi. » Nettie secoua la tête, puis elle se baissa sous le comptoir et sortit un revolver. Un Navy Colt, bien huilé et entièrement chargé. « Prends-le, dit-elle. Ton fusil est efficace à courte distance. Mais si Craig apporte ce que je pense qu'il va apporter, tu auras besoin de quelque chose qui tire plus loin. » Wyatt prit le Colt, vérifia le barillet et le glissa dans sa ceinture. « Encore une chose, dit Nettie. Le shérif s'appelle Aldridge. Thomas Aldridge. Je l'ai appris hier par un camionneur qui se trouve à Cimarron, à 3 jours de route vers l'est, peut-être 4. 3 jours. Si rien ne le retarde, et si quelque chose le retarde, » Nettie se servit un whisky à 9 heures du matin. Cela disait à Wyatt tout ce qu'il avait besoin de savoir sur sa peur. « Alors tu ferais mieux de prier pour que l'écriture de cette fille soit aussi bonne que tu le dis. » Elle chevaucha à toute vitesse. Le sabot mal formé de la mère la faisait boiter du côté gauche, mais elle courut quand même parce que Wyatt le lui avait demandé, et elle lui avait toujours donné plus que ce qu'il méritait. Elle arriva chez elle avant midi. La porte était fermée à clé. Il frappa 2 fois, fit une pause, puis frappa 3 fois. La serrure cliqua, elle ouvrit la porte, un fusil à la main, pointé sur sa poitrine. « C'est moi, dit-il. » Elle baissa son arme. « Je sais. Je voulais juste m'en assurer. Les pages sont en sécurité. Ned les a. Bien. Il y a un shérif nommé Aldridge à 3 jours à l'est, à Cimarron. » Quelque chose brilla dans ses yeux. 3 jours. On tiendra 3 jours. Il viendra. On lui remettra les preuves et on laissera la justice faire son travail. Elle appuya le fusil contre le mur. La justice, c'est ce que Craig utilise pour vendre des filles. Wyatt, excuse-moi si je n'ai pas beaucoup confiance en elle. La justice fédérale est différente, vraiment. Il le faut. Sinon, tout cela n'a aucun sens. Elle le regarda longuement. Puis elle s'approcha de la table, s'assit et prit le crayon. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda-t-il. « J'écris une 3e copie au cas où les 2 premières se brûleraient. » Cet après-midi-là, Nettie envoya un garçon à cheval avec un message. Juste 3 mots sur un bout de papier. « Krayos, dépêche-toi. » Wyatt le lut, le brûla et chargea toutes les armes de la maison. 2 fusils, le Navy Colt, un Winchester à répétition qu'il gardait enveloppé dans une toile sous son lit et qu'il n'avait pas utilisé depuis la guerre. Il les nettoya toutes pendant qu'elle écrivait. L'odeur de l'huile pour armes et de la mine de crayon emplissait la cabane comme 2 types de prières différentes. « Tu as été soldat, » dit-elle sans lever les yeux. « Je te l'avais dit. Il m'a dit que tu étais dans la cavalerie. Il ne m'a pas dit que tu étais tireur d'élite. » Il la regarda.
Comment le sais-tu? Tu nettoies ce fusil comme un homme qui a tué avec depuis une certaine distance. Les hommes qui tirent à courte distance ne prennent pas autant de précautions. White resta silencieux pendant un moment. Puis j'ai été affecté à Vicksburg. J'ai passé 3 mois dans une tranchée à éliminer des officiers confédérés à 400 mètres. Ça te dérangeait? Chacun d'entre eux. Mais tu as continué à le faire parce que si je ne l'avais pas, les hommes à mes côtés seraient morts à ma place. Elle acquiesça lentement. C'est pour ça que tu es venu me chercher. Pas parce que tu es bon. Parce que tu ne peux pas vivre avec ce qui se passe si tu ne le fais pas. Il la regarda à l'autre bout de la pièce. Cette fille de 21 ans, qui avait été vendue pour 12 $ et abandonnée sur une route avec un sac sur la tête, venait de le lire avec plus de précision que quiconque depuis Sarah. Oui, dit-elle doucement, c'est vrai. Le soleil se couchait rapidement lorsqu'ils entendirent des chevaux. Cette fois, ils n'étaient pas deux. Ils étaient plus nombreux. Elle s'arrêta d'écrire au milieu d'un mot, le crayon figé sur la page. Wyatt était déjà à la fenêtre. Combien? Demanda-t-elle. 6, peut-être 7. Cray était au premier plan, avec son manteau noir, chevauchant comme s'il était le maître de la route. Elle se leva, ramassa les pages, les glissa derrière la pierre de la cheminée, la remit en place, s'essuya les mains sur sa robe et se tourna vers lui. Que veux-tu que je fasse? Reste à l'intérieur. Ne t'expose pas. Ne sors pas, quoi que tu entendes. Wyatt, promets-le-moi. Il serra les lèvres. Je te le promets. Il prit le fusil, rangea le Colt dans sa ceinture et posa le Winchester près de la fenêtre, où il pouvait l'atteindre rapidement. Puis il sortit sur le porche et ferma la porte derrière lui. Silas Cray chevauchait comme un homme à qui on n'avait jamais dit non, le dos droit, les jambes fléchies et les mains détendues sur les rênes. Il portait son manteau noir malgré la chaleur, boutonné jusqu'au cou. Ses lunettes reflétaient le soleil bas et brillaient comme des signaux. Derrière lui, 6 hommes à cheval armés. 2 d'entre eux étaient les mêmes cavaliers qu'auparavant. Les autres étaient nouveaux, plus grands, plus durs. Cray arrêta son cheval à 3 mètres du porche. Il ne descendit pas. Il regarda Wyatt avec l'expression patiente d'un homme habitué à expliquer des choses à des personnes qu'il considérait comme inférieures. Monsieur Callahan, Monsieur le juge, je pense que vous avez quelque chose qui relève de ma compétence. Je ne pense pas que ce soit le cas. Craig sourit, un sourire fin et étudié. Une jeune Irlandaise aux cheveux noirs. Il y a 3 jours, elle s'est enfuie d'un contrat de travail légal. J'ai un mandat pour la récupérer. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un document plié qu'il tendit à Wyatt. Wyatt ne le prit pas. Vous pouvez le lire ou non, dit Craig. C'est légal de toute façon, comme vos contrats. Le sourire de Craig ne faiblit pas, mais ses yeux changèrent pendant une demi-seconde. Ils se tendirent sur les bords comme une corde tendue. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je pense que si, Monsieur Callahan, je suis juge de paix nommé par le gouverneur territorial. Je n'ai pas de temps à perdre en devinette. Cette fille est une main-d'œuvre sous contrat. Elle a rompu son contrat. Je suis ici pour la récupérer. Elle n'a rien rompu. Elle a été vendue. Il y a une différence. Le cheval de Cray bougea. Il le stabilisa d'une main. Vendre est un mot fort. L'esclavage aussi. L'atmosphère entre eux est devenue tendue. L'un des hommes derrière Cray a posé la main sur son étui. Wyatt l'a remarqué et l'a ignoré. Je ne le dirai qu'une seule fois, a dit Cray en baissant la voix et en parlant doucement. Remettez-moi la jeune fille. J'oublierai que vous avez hébergé une fugitive. J'oublierai que vous avez menacé mes hommes. Et nous reprendrons tous le cours de nos vies. Si je ne le fais pas, je reviendrai avec un shérif, un adjoint et un mandat d'expulsion. Et vous perdrez votre ranch, votre liberté et ce vieux fusil. Cray se pencha en avant sur sa selle. Ne soyez pas stupide, Monsieur Callahan. Vous n'êtes qu'un homme. Un homme avec une conscience tranquille. La conscience n'arrête pas une balle. Un manteau noir non plus. Ils se regardèrent fixement. 3 mètres de poussière et de chaleur et quelque chose de plus ancien qu'eux deux. Puis Cray se redressa et ajusta ses lunettes. Vous avez jusqu'à demain matin. Après cela, j'exercerai toute l'autorité de ma fonction. Il fit faire demi-tour à son cheval, puis s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Vos hommes m'ont dit quelque chose d'intéressant. Ils m'ont dit que vous leur aviez dit que la petite fille savait lire.
Wyatt ne dit rien. C'est curieux, Monsieur Callahan. Très curieux, en fait. Il s'éloigna à cheval. Ses hommes le suivirent. La poussière les enveloppa lentement. Wyatt resta sous le porche jusqu'à ce que le dernier cheval disparaisse derrière la colline. Puis il rentra. Elle se tenait debout derrière la porte, sans se cacher, écoutant. Elle avait entendu chaque mot. Il reviendra demain, dit-elle. Je le sais, avec un shérif. Il a dit que si Wyatt amenait un shérif, ce serait fini. Un ordre est un ordre. Ils m'emmèneront et brûleront ces pages et personne ne t'emmènera. Tu ne peux pas lutter contre la loi. Je peux lutter contre les lois injustes. Comment? Elle s'approcha de la fenêtre et revint sur ses pas. Son esprit tournait maintenant à toute vitesse, plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années, plus vite qu'il ne l'avait fait depuis Vicksburg, lorsque les ordres avaient changé au milieu de la bataille et qu'il avait dû réfléchir ou mourir. Aldridge, dit-il, le shérif, a 3 jours à l'est. Nous n'avons pas 3 jours. Nous avons jusqu'à demain matin. Alors nous n'attendrons pas qu'il vienne à nous. Elle le regarda fixement. Tu veux aller à Cimarron ce soir? Je veux que tu ailles à Cimarron ce soir avec la 3e copie et que tu la laisses ici. Craig vient chercher la fille. Si la fille n'est pas là, il n'a rien. Je le retiendrai. Tu gagneras du temps. Il te tuera. Il essayera. Wyatt, il ne le fera pas. Écoute-moi. Il traversa la pièce et se planta devant elle, tout près. Sa voix était basse et ferme. Ces pages que tu as écrites valent plus que ce ranch, plus que moi, plus que tout ce que Craig a jamais touché. Apporte-les à Aldridge et Cray Falls, pas seulement pour ce qu'il t'a fait, mais pour toutes les autres. Margaret, Colleen, Ada, Bess, toutes les autres. Son menton tremblait. Elle serra les mâchoires pour l'arrêter. Je ne sais pas comment y aller. Vers le nord, jusqu'à la rivière. Continue vers l'est. Éloigne-toi des routes principales. La ranchera connaît le terrain. Elle t'y conduira. Et si Aldridge ne t'écoute pas, fais-le écouter. Tu m'as fait écouter, et je suis bien plus têtu qu'un marshal fédéral. Elle sourit presque. Presque. Je n'ai même pas de chaussures, dit-elle. Wyatt alla dans le coin de la pièce et sortit une paire de bottes. Usées, avec les semelles fissurées, 2 tailles trop grandes. Les bottes de Sarah. Elle voudrait que tu les aies, dit-elle. Elle les prit, les tint un instant, puis s'assit par terre et les enfila. Elles étaient trop grandes, mais suffisamment confortables pour monter à cheval. Je dois te dire quelque chose, dit-elle, avant de partir. Tu pourras me le dire à ton retour. Et si je ne reviens pas? Tu reviendras, Wyatt. Il s'arrêta et la regarda. Elle était assise sur le sol de sa cabane, avec les bottes de sa défunte épouse, une tache de crayon sur la joue, de l'encre sous les ongles et 26 pages de témoignages cachés derrière une pierre de la cheminée. Et c'était la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue, y compris tous les soldats avec lesquels il avait combattu. « Mon nom, dit-elle. Mon vrai nom. Celui que ma mère m'a donné. Tu as dit que tu me le dirais quand tu me ferais confiance. Je te fais confiance. Il attendit. Ara, dit-elle. Cela signifie lumière. Wyatt déglutit et hocha la tête. Ara, c'est un joli nom. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublierai pas. Elle se leva, rangea la 3e copie des pages dans sa robe contre sa peau, comme la première nuit. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. L'air nocturne entra, chaud et sec, rempli du chant des grillons. Elle le regarda une dernière fois. « S'il vient te chercher, je sais ce qu'il faut faire. Ne meurs pas pour moi, Wyatt. Je ne mourrai pas pour toi. Je mourrai pour les 37 noms inscrits dans ce registre qui n'ont jamais eu la chance de s'enfuir. » Elle le regarda dans les yeux. Puis elle se retourna et se dirigea vers la grange. Il l'entendit sceller le cheval. Il entendit le crissement du cuir et le léger claquement de la bride. Il l'entendit sortir le cheval par la porte arrière, s'éloignant de la route dans l'obscurité. Puis, le silence. Wyatt ferma la porte, la verrouilla, s'assit dans le fauteuil près de la cheminée, le Winchester sur les genoux, le Navy Colt sur la table et le fusil contre le mur. Il regarda la pierre de la cheminée où était cachée la 2e copie. Il regarda la table où elle avait écrit pendant 3 jours d'affilée. Il regarda le morceau de crayon, usé jusqu'à n'être presque plus rien, côté où elle l'avait laissé. Puis Wyatt Callahan, qui n'avait pas prié depuis la mort de sa femme, ferma les yeux et prononça un seul mot. « Cours ». Wyatt ne dormit pas.
Il s'assit sur cette chaise, le Winchester chaud sur les cuisses, et écouta la nuit s'écouler heure après heure. Les grillons cessèrent de chanter vers 2 heures. Les coyotes se mirent à hurler vers 3 heures. À 4 heures, même eux se turent, comme si toute la terre avait décidé de retenir son souffle et d'attendre ce qui allait arriver. Il pensa à Lara sur cette route, chevauchant dans l'obscurité avec 26 pages serrées contre ses côtes. Il pensait au passage de la rivière, où le courant était rapide en été. Il pensa à toutes les façons dont une fille seule à cheval pouvait disparaître entre cet endroit et Cimarron et ne jamais être retrouvée. Puis il cessa d'y penser, car cela ne l'aiderait pas à aller plus vite. L'aube était grise et lourde. La chaleur commença tôt, s'intensifiant avant même que le soleil n'apparaisse au-dessus de la crête. Wyatt prépara du café sur la cuisinière, le but debout, chargea le Winchester, vérifia le Colt, vérifia le fusil de chasse et les laissa tous à portée de main près de la porte d'entrée. Puis il attendit. Ils arrivèrent à 8 heures, non pas par le chemin du sud, mais par l'est. Smart Cray avait fait un grand détour pour venir d'une direction à laquelle Wyatt ne s'attendait pas. Mais Wyatt avait été à Vicksburg où des hommes étaient en attendant que l'ennemi vienne d'une seule direction. Il les compta depuis la fenêtre. Cray à l'avant, 4 de ses hommes, et à côté de Cray, avec une étoile en étain et une expression aigre, un homme que Wyatt reconnut, le shérif Waltwit. Pruitt avait 50 ans, il était corpulent et portait une moustache qui cachait une bouche faible. Il avait passé 6 ans avec son badge à Harlan Creek, non pas parce qu'il était bon dans son travail, mais parce que personne d'autre ne le voulait, et Cray ne s'était jamais opposé à sa nomination. Wyatt lui avait parlé peut-être 2 fois dans sa vie. Les 2 fois, il était reparti en pensant que cet homme était moins un homme de loi qu'une signature sur patte. Cray descendit le premier, puis Pruitt. Les 4 hommes restèrent en selle, formant une ligne, les mains sur les étuis de leurs revolvers. Wyatt monta sur le porche, un Winchester confortablement calé dans le creux de son bras. « Bonjour, monsieur le juge. » Le shérif Pruitt s'éclaircit la gorge. « Wyatt, ne compliquez pas les choses plus que nécessaire. Je n'ai pas l'intention de les compliquer, Walt. C'est vous qui êtes venu me voir. » Craig fit un pas en avant, le même manteau noir, les mêmes lunettes, le même sourire discret qui n'atteignait jamais ses yeux. « Monsieur Callahan, j'ai un mandat signé pour récupérer un employé qui se trouve actuellement sous votre garde. Le shérif Pruitt est ici pour le faire respecter. J'espère que vous coopérerez. Je n'ai personne sous ma garde. » Le sourire de Craig s'est effacé. « Excusez-moi. Il n'y a aucune file ici, monsieur le juge. Vous pouvez vérifier si vous voulez. » Puis regarda Craig. Craig serra les mâchoires. « Vous me dites qu'elle est partie, » dit Craig. « Je vous dis qu'il n'y a personne ici à part moi et 2 chevaux qui ont besoin d'être nourris. Tu veux faire perdre son temps au shérif en fouillant une cabane vide? Vas-y. » Craig se tourna vers Pruitt. « Fouille-la. » Pruitt hésita. Il regarda Wyatt, puis le Winchester, puis à nouveau Craig. « Attends, Silas, si la file n'est pas ici, fouille-la. » Il répéta, « C'est pour ça que je t'ai amené. » Puis gonfla les joues et se dirigea vers le porche. Wyatt s'écarta, non pas parce qu'il cédait du terrain, mais parce qu'il voulait que Cray voie de ses propres yeux que la cabane était vide. Puis entra. Ils entendirent ses bottes sur le plancher en bois. Ils l'entendirent ouvrir la pièce du fond. Ils entendirent le grincement du sommier lorsqu'il le poussa. Ils l'entendirent ouvrir le garde-manger, le placard, regarder sous la table. Il ressortit 2 minutes plus tard et secoua la tête. Il n'y a personne là-dedans. Craig perdit son sang-froid. Pas complètement, juste une petite fissure dans son apparence lisse. Sa main droite se crispa sur son manteau. « Où est-il? » demanda-t-il à Wyatt. Sa voix était toujours douce, mais elle avait désormais un ton tranchant, comme de la soie sur une lame. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur le juge. Je suis éleveur, je m'occupe de mes terres et de mes affaires. Si vous avez perdu la trace d'un de vos... » Wyatt fit une pause, laissant la phrase en suspens. « Employé, cela ne me regarde pas. Vous mentez. Prouvez-moi que je mens. » Craig fit un pas vers lui. Il baissa la voix pour que seul Wyatt puisse l'entendre. « Je sais qu'elle était ici. Je sais que vous l'avez sortie de cette route. Et je sais qu'elle a parlé. Parlé de quoi? Ne jouez pas avec moi, Callahan. Cette fille est instable. Oh, c'est une menteuse. Elle raconte des histoires sur des choses qu'elle ne comprend pas. » C'est drôle, elle m'avait semblé plutôt intelligente. Les yeux de Craig devinrent froids derrière ses lunettes. Très froids.
Le genre de froideur que Wyatt avait vu chez les officiers qui ordonnaient à leurs hommes de marcher vers le feu des canons et appelaient en cela de la stratégie. Tu te fais un ennemi que tu ne peux pas te permettre, dit Cray. J'ai déjà eu des ennemis coûteux. Je suis toujours là. Craig le fixa du regard pendant 5 longues secondes. Puis il se retourna, monta sur son cheval et tira si fort sur les rênes que l'animal secoua la tête. Shérif, dit-il, nous en avons terminé ici. Puis regarda Wyatt. Quelque chose traversa son visage. Ce n'est pas exactement du courage, c'est plutôt le fantôme du courage, le souvenir de ce que l'on ressentait quand on était un homme qui faisait ce qui était juste. Wyatt, dit Pruitt à voix basse, quoi que tu fasses, sois prudent. Je suis toujours prudent, Walt. Pruitt monta à cheval et suivit Cray vers l'est. Les 4 hommes se placèrent derrière eux. La poussière se souleva. Les sabots disparurent. Le silence revint. Wyatt poussa un soupir qu'il ne savait pas avoir retenu. Ses mains étaient fermes, mais son cœur battait si fort qu'il pouvait le sentir dans ses dents. Elle était là, quelque part, à cheval, transportant tout ce qui pouvait mettre fin à Cray. Il lui suffisait maintenant de continuer à respirer jusqu'à ce qu'elle arrive. 2 heures plus tard, le garçon de Ned réapparut. La même mule, le même bout de papier. Cette fois, le message était plus long. Cray avait envoyé 2 hommes vers l'est par la route de Cimarron. Il la cherchait, elle ne le savait pas. Wyatt le lut 2 fois et le froissa dans son poing. 5 minutes plus tard, il était en selle. Le sabot du maire était en mauvais état, mais il n'avait pas le choix. Il chevaucha rapidement vers le nord, traversant des terrains ouverts pour éviter les routes. Si les hommes de Craze étaient sur Cimarron Road, ils surveillaient la route principale. Ara ne le savait pas. Elle suivrait la rivière comme il le lui avait dit, qui coulait parallèlement à la route sur environ 20 mètres avant de bifurquer vers l'est. S'il chevauchait vite, il pourrait passer un intercepteur avant qu'elle n'atteigne la bifurcation. Avant que les hommes de Craig ne le fassent, le maire trébucha 2 fois au cours du premier kilomètre et demi. La 3e fois, boita et refusa d'avancer. Wyatt descendit de cheval et examina son sabot. Il était complètement fêlé jusqu'à la racine. Il ne pouvait plus faire un pas. Il se retrouva au milieu d'un champ ouvert avec un cheval boiteux et la jeune fille quelque part devant lui, chevauchant vers un piège. « Allez, murmura-t-il au maire. Marchez, marchez simplement. » Elle marchait lentement, boitait, mais elle marchait parce qu'il le lui avait demandé. Il lui fallut 4 heures pour parcourir une distance qui aurait dû lui prendre 1 heure. Lorsqu'il arriva à la bifurcation de la rivière, le soleil était juste au-dessus de sa tête et la chaleur l'oppressait comme une main sur son crâne. Il était trempé. La jument haletait fortement. Il l'attacha à un peuplier près de l'eau et continua à pied, le Winchester à main, restant accroupi le long de la rive. Il les entendit avant de les voir. 2 voix, des hommes qui riaient de quelque chose. Il s'approcha furtivement. À travers les broussailles, il distingua 2 chevaux attachés à un arbre mort et 2 hommes assis à l'ombre qui se passaient une flasque. Ils s'étaient postés juste à l'endroit où le sentier de la rivière croisait Cimarron Road. Quiconque viendrait chercher de l'eau tomberait directement sur eux. Wyatt vérifia le Winchester. 12 balles. Il en chargea une et appuya son épaule contre la rive, pointant le canon. Puis il entendit un 3e bruit. Des sabots de cheval venant de l'ouest. C'était Ara, où elle contourna le virage au trot. Elle courait prudemment le long de la rive rocheuse. Il semblait fatigué, mais déterminé, maîtrisant bien son cheval. Les bottes de Sarah s'accrochèrent aux étriers. Les 2 hommes l'entendirent également. Ils cessèrent de rire. L'un d'eux se leva et chercha son fusil. Wyatt tira. Le coup de feu résonna dans la vallée de la rivière et la balle frappa le sol à 2 pieds devant les bottes de l'homme debout. Les 2 hommes restèrent figés. « Le prochain sera plus haut » cria Wyatt. « Lâche ton arme et recule. » Allah tira fortement sur la bride et tourna la tête vers le son de sa voix. « Wyatt » continue à galoper. « Ne t'arrête pas !» Le premier homme se précipita sur son fusil. Wyatt tira à nouveau. Cette fois, la balle lui arracha le fusil des mains, éclata la crosse et la fit tourner jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. L'homme hurla et se saisit les doigts. Le 2e homme leva les mains. « Nous ne sommes pas armés. Nous ne sommes pas armés. » Ils étaient sur le point de l'être. « Montez sur vos chevaux et partez vers le sud immédiatement. » Alors éperonna son cheval pour le faire galoper et passa à côté d'eux, longeant la rive du fleuve. Wyatt garda son Winchester pointé sur les 2 hommes jusqu'à ce qu'ils se soient éloignés de 100 mètres. Puis il recula lentement,
sans baisser son arme. Les hommes montèrent à cheval et s'éloignèrent sans se retourner. Wyatt courut vers l'endroit où il avait attaché la mère et la tira vers l'avant jusqu'à ce qu'il rejoigne l'homme qui avait arrêté son cheval dans une clairière et était assis sur la selle, les deux mains tremblantes sur les rênes. « Tu es venu me chercher, dit-elle. Cray a envoyé des hommes. Nettie m'a prévenu. Je ne les ai pas vus, c'était le but. Tu ne devais pas les voir. » Elle regarda le Winchester dans sa main, la sueur sur son visage, le maire boiteux qui clopinait derrière lui. « Tu as marché, dit-elle. Ton cheval boitait et tu as marché. Je ne pouvais pas te laisser tomber dans une embuscade. » Il descendit de cheval et se planta devant lui. Elle tremblait, non pas à cause du froid ou de la peur, mais pour une autre raison. Quelque chose qui semblait avoir été enfermé en elle pendant des années et qui venait de trouver la clé. « Personne n'est jamais venu me chercher, » murmura-t-elle. « Pas une seule fois, jamais. » Maintenant, quelqu'un l'a fait. Elle posa sa main sur son bras. Ses doigts étaient tachés d'encre, de saleté et du charbon qu'elle avait utilisé pour écrire des noms sur sa peau 6 ans auparavant. Elle le serra fort. « Nous devons continuer, dit-elle. Je sais, mais le maire ne peut pas courir. Alors nous monterons tous les deux. Le cheval peut nous porter tous les deux. Pas vite, assez vite. » Ils montèrent ensemble, Ara devant, Wyatt derrière, le Winchester sur le dos. Le cheval grogna sous le double poids, mais avança d'un pas ferme. Ils laissèrent la jument attachée, avec de l'eau et de l'ombre. Ils reviendraient la chercher plus tard, s'il y avait un plus tard. Ils chevauchèrent vers l'est tout l'après-midi, s'éloignant de la route principale et restant dans les broussailles des lits de ruisseaux asséchés. Ara chevauchait comme si elle était née en selle, ce qui le surprit jusqu'à ce qu'elle dise « Mon père avait des chevaux à Cork avant que la famine ne les emporte. » Il n'avait jamais parlé ton père. Il est mort quand j'avais 7 ans, de la coqueluche. Ma mère est morte 2 ans plus tard. De la même chose. Et puis 3 ans à l'orphelinat et ensuite le bateau. Tu étais seul depuis l'âge de 9 ans. J'étais seul depuis l'âge de 7 ans. L'orphelinat n'a fait que dresser des murs autour de moi. Ils arrivèrent à la périphérie de Cimarron au coucher du soleil. La ville était plus grande que Redwall, avec de vraies rues et de vrais bâtiments, un bureau de télégraphe et une prison avec des barreaux en fer aux fenêtres. Ara a arrêté la voiture à la périphérie de la ville. Où logerait un shérif? À la prison ou à l'hôtel? S'il est fédéral, probablement à l'hôtel. Les hommes du gouvernement n'aiment-ils pas dormir dans leurs propres cellules? Ils trouvèrent un Thomas Aldridge à l'hôtel Cimarron, assis sous le porche avec une assiette de viande froide et une pile de papier. Il était plus jeune que Wyatt ne l'avait imaginé, peut-être quelqu'un, bien rasé, avec des yeux perçants et un badge de shérif épinglé sur un gilet qui avait connu des jours meilleurs. Aldridge leva les yeux lorsqu'ils s'approchèrent. Son regard se posa d'abord sur le Winchester, puis sur Ara, puis sur le cheval à double selle, puis à nouveau sur Wyatt. « On dirait que vous avez eu une journée bien remplie, dit-il. »« Nous devons vous parler, dit Wyatt. Affaires officielles, je suis en train de manger. Ça ne peut pas attendre. » Aldridge posa sa fourchette et les regarda. « Qui êtes-vous? » Ara descendit de cheval et sortit des pages de sa robe. 26 pages, tachées de sueur et froissées, mais lisibles. Elle s'approcha d'Aldridge et les lui montra. « Je m'appelle Alara. Un homme du nom de Silas Cray, juge de paix à Harlan Creek, m'a vendu. Cela fait au moins 2 ans qu'il se livre à la traite de jeunes filles au moyen de contrats de travail frauduleux. J'étais l'une d'entre elles. Voici les noms, les dettes, les prix et les acheteurs. 37 transactions que j'ai copiées de son propre livre de compte. » Aldred la regarda fixement, puis regarda les pages. Il regarda ensuite Wyatt. « Êtes-vous son mari? »« Non, monsieur. »« Son père? »« Non, monsieur. »« Alors, qui êtes-vous? » L'homme qui lui a retiré le sac de la tête. Aldridge prit les pages, les déplia et lut la première. Ses yeux se déplacèrent lentement, puis plus rapidement. Il passa ensuite à la 2e page, puis à la 3e, puis à la 4e. « Vous avez écrit tout cela? » demanda-t-il. « Chaque mot de mémoire. J'ai lu son livre de comptes en une nuit. J'ai une bonne mémoire, Marshall. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas pu me prendre. » Aldridge continua à lire pendant 10 minutes. Personne ne parla. Lorsqu'il eut terminé, il posa les pages sur ses genoux et regarda Ara avec une expression que Wyatt ne sut définir. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de l'admiration. C'était le regard d'un homme à qui l'on venait de remettre un bâton de dynamite et qui se demandait s'il allait l'allumer.
Certains de ces noms, dit Aldridge à voix basse. Je connais ces acheteurs. Je sais que tu les connais. Allard dit, le juge Harrison est Santa Fe, le contremaître Blakely du chemin de fer, Garrett Dunn. Ce sont des hommes puissants. Ce sont des criminels qui ont acheté des êtres humains. Je ne le nie pas. Je te dis simplement à quoi nous sommes confrontés. Je sais à quoi nous sommes confrontés. Je suis confronté à cela depuis l'âge de 15 ans. Aldridge la regarda longuement. Puis il plia soigneusement les pages, les rangea dans son manteau et se leva. Je dois vérifier ça. Si seulement la moitié de ce que tu as écrit est vrai, Cray ne finira pas seulement en prison. Il sera pendu. Tout est vrai. Ils ont tous dit « Je te crois, mais un tribunal fédéral a besoin de plus qu'un simple témoignage. J'ai besoin de ce livre de comptes. » L'original regarda Wyatt. Wyatt regarda Aldridge. Les livres de comptes sont dans la maison du ranch de Craig, dit Wyatt. Le tiroir du haut, bureau à couvercle roulant, côté gauche, cuir marron, fermoir doré. Tu l'as vu, elle l'a vu, et elle me l'a décrit il y a 4 jours. La même description, les mêmes détails, sans hésitation. La mémoire de cette fille est meilleure que n'importe quel placard à preuve que j'ai jamais vu. Aldridge boutonna son manteau. Ce soir, j'enverrai un télégramme au bureau territorial pour demander un mandat de saisie. Si j'obtiens l'autorisation, je peux me rendre au Ranch Craze avec les adjoints du shérif et emporter ce livre comptable en toute légalité. « Combien de temps? » demanda Ara. « 2 jours pour le télégramme, 1 jour pour le voyage, 3 jours. Cray le détruira dès qu'il aura des soupçons. Alors nous veillerons à ce qu'il n'ait pas de soupçons. Il a déjà des soupçons. Il est venu au ranch de Wyatt ce matin avec un shérif et un mandat. Aldridge serra les mâchoires. Il va vite. Ça fait 2 ans qu'il va vite. C'est nous qui avons été lents. Le shérif la regarda à nouveau avec la même expression. De la dynamite dans la main. La mèche raccourcie. Miss Sarah, je suis shérif depuis 12 ans. J'ai arrêté des meurtriers, des braqueurs de banques et des hommes qui ont incendié des villages entiers, mais jamais un témoin ne m'avait abordé sous le porche d'un hôtel avec 26 pages de preuves manuscrites et une paire de bottes empruntées pour me dire de faire mon travail. Est-ce une plainte? Non, madame. C'est un compliment. Il mit son chapeau. Restez à Cimarron cette nuit. Je vous hébergerai à l'hôtel, aux frais du gouvernement fédéral. Ne quittez pas la ville. Ne parlez à personne. Et quoi que vous fassiez, ne perdez pas de vue ces bottes. Les bottes? Aldridge désigna ses pieds. Elles vous ont amené jusqu'ici. Cela en fait la preuve de la chevauchée la plus courageuse dont j'ai entendu parler depuis longtemps. Il toucha son chapeau et entra à la recherche du bureau des télégraphes. Or resta sous le porche. Les pages avaient disparu de ses mains pour la première fois depuis des jours. Elle fléchit les doigts, les ouvrit et les referma. La crampe était toujours là, mais le poids avait disparu. Wyatt s'approcha d'elle. « Tu as réussi. Nous avons réussi. »« Non. J'ai monté un cheval boiteux et tiré 2 coupes de semonces. Tu as écrit 37 noms de mémoire et les as remis à un marshal fédéral. Ce n'est pas nous. C'est toi. » Elle se tourna vers lui. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas. Elle faisait quelque chose de plus difficile que de pleurer. Elle se permettait de croire que tout était peut-être fini. Wyatt, oui. Quand tout cela sera terminé, quand Craig sera parti, que les filles auront été retrouvées et que les livres comptables seront au tribunal, qu'adviendra-t-il de moi? Que veux-tu dire? Je veux dire, où irai-je? Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de nom sur aucun document. Je n'ai pas de famille. Quand le shérif aura fini de recueillir mon témoignage, je ne serai plus qu'une fille avec des bottes empruntées. Wyatt la regarda les taches d'encre sur ses doigts et le bleu qui finissait par s'estomper et les yeux qui avaient trop vu et se souvenait de tout. « Tu as un foyer, lui dit-il, si tu le veux. Ton ranch. Notre ranch, si tu veux. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda ses mains, le cale du crayon sur son majeur, les noms effacés écrits au charbon qui étaient encore à peine visibles sur son poignet. Margaret, Colleen, Ada, Bess. « Je veux d'abord les retrouver, dit-elle. Les autres filles, je veux savoir ce qui leur est arrivé. Alors, là, nous les retrouverons. Même Ada, dit Wyatt en déglutissant. Même Ada. Elle s'approcha et lui prit la main. Pas avec délicatesse ni avec hésitation. Elle la saisit comme on s'agrippe à une corde quand les courants vous entraînent vers le fond. Avec force, désespérément, sûrement.
Il la tint, et quelque part dans le bureau des télégraphes derrière eux, un câble chantait déjà son chemin vers l'Est, transportant les noms de 37 hommes qui pensaient que leur crime ne sortirait jamais du livre de compte d'un homme mort. Ils se trompaient, une file qui savait lire s'en était assurée. Le câble arriva à Santa Fe en 6 heures. L'autorisation arriva en 9 heures. Aldridge la lut 2 fois, la glissa dans son manteau et frappa à la porte de la chambre d'hôtel à minuit. Wyatt ouvrit avec un pistolet à la main. « Nous partirons à l'aube, dit Aldridge. Ordonnance fédérale de saisie du ranch de Craig, de son bureau et de tout ce qu'il contient. J'ai 3 assistants qui viennent de Fort Union. Ils nous rejoindront à Harlan Creek Crossing. » Craig le saura, dit Ara derrière Wyatt. Elle était assise sur le bord du lit, entièrement habillée, chaussée de ses bottes. Elle n'avait pas dormi. Craig n'a plus d'amis à Santa Fe. Aldridge répondit. Je m'en suis assuré. Le juge Whitfield a signé le mandat en personne. Cela fait 2 ans qu'il attend que quelqu'un lui donne une raison de s'en prendre à Craig. Pourquoi ne vous êtes-vous pas occupé de lui vous-même? Demanda Era. Parce que personne n'allait témoigner. Toutes les filles que Craig a vendues, elles avaient disparu ou étaient trop effrayées pour parler. Aldridge la regarda. Jusqu'à ce que vous arriviez, je n'ai pas parlé, j'ai écrit. C'est la même chose, mademoiselle. En fait, c'est plus fort. Ils quittèrent Cimarron avant le lever du soleil. Aldridge chevauchait devant. Wyatt et elle le suivaient sur la selle double. Le cheval s'était reposé pendant la nuit et avançait désormais avec plus de vigueur, comme s'il comprenait ce qu'on attendait de lui. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Tout ce qui importait se trouvait dans les pages qu'Aldridge transportait et dans le livre de compte qui se trouvait sur un bureau à couvercle roulant à 60 miles à l'ouest. Au croisement de Harlan Creek, 3 hommes attendaient à cheval. C'étaient des agents fédéraux, jeunes, armés, avec des insignes qui reflétaient la lumière du matin. Ils firent un signe de tête à Aldridge et se mirent en formation sans dire un mot. Aldridge se retourna, alarmé. « Tu n'as pas besoin de venir, j'y vais. Ça pourrait être dangereux. Je suis dangereuse depuis que j'ai appris à lire. Allons-y. » Ils chevauchèrent jusqu'au Orange Craze. Ils se trouvaient au bout d'un chemin de terre qui n'apparaissait sur aucune carte. Une clôture basse, un long bâtiment avec de petites fenêtres et des portes cadenassées. La maison principale était plus grande, à 2 étages, avec un porche, un mât avec un drapeau et une pancarte indiquant « Bourse du travail de Harlan Creek, Sray J.P. » Ils regardèrent tous le panneau. Elle serra les mains sur la selle. « C'est là qu'il nous détenait, dit-elle à voix basse. Le long bâtiment, CS et les cadenas. »« Tu n'as pas entré là-dedans, dit Wyatt. Je sais, mais les filles qui n'ont pas pu partir ont besoin de quelqu'un qui soit revenu. » Aldridge descendit de cheval devant la porte. 2 de ses assistants firent le tour par derrière. Le 3e resta avec les chevaux. Aldridge s'approcha de la porte principale de la maison et frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Marshal fédéral ouvrait la porte. Un long silence. Puis la serrure cliqua et la porte s'ouvrit. Celeste Cray se tenait dans l'embrasure, son manteau noir boutonné jusqu'au cou, ses lunettes propres et les mains jointes devant lui. Il regarda Aldridge, puis Wyatt, puis Laura. Son visage resta impassible. Pas un éclair, pas une fissure. Il sourit de son sourire habituel, et c'était la chose la plus effrayante qu'il ait jamais vue, car cela signifiait qu'il croyait encore pouvoir gagner. « Sheriff Aldridge, dit Craig, qu'est-ce qui vous amène sur ma propriété? » « Un mandat de saisie fédérale signé par le juge Whitfield du tribunal territorial de Santa Fe. Je suis ici pour confisquer vos registres, vos livres comptables et tout document lié au contrat de travail signé sous votre autorité. Pour quelle raison? Trafic d'êtres, fraude, détention illégale, agression. » Aldridge fit une pause. « Dois-je continuer? » Le sourire de Craig se figea. « C'est absurde. Je suis juge de paix. Je facilite les accords de travail légaux. Tous les contrats que j'ai supervisés sont légaux et documentés. Alors cela ne vous dérangera pas que nous examinions les documents. » Craig regarda Ara. Elle était toujours à cheval, à 3 mètres derrière Aldridge, le regardant fixement, sans cligner des yeux, sans trembler. « C'est une menteuse, dit Craig. Une Irlandaise perturbée et analphabète qui a été licenciée pour insubordination. Quoi qu'il lui ait dit, elle sait lire. Monsieur le juge, Aldridge montra le mandat de saisie. Elle a lu son livre de compte, chaque page, et l'a recopié de mémoire. 26 pages.
Des noms, des dates, des prix, y compris les siens. Le sourire de Craze s'éteignit. Pas lentement, mais d'un seul coup, comme une bougie éteinte par un point. C'est impossible. J'ai les pages dans mon manteau et dans environ 2 minutes, j'entrerai dans votre bureau, j'ouvrirai le tiroir supérieur de votre bureau, celui de gauche, et j'en sortirai un livre de comptes en cuir marron avec un fermoir en or. Et si cela correspond à ce qu'elle a écrit, vous serez arrêté. Craig ne bougea pas. Son regard se posa à nouveau sur Ara et, pour la première fois, elle vit quelque chose derrière ses lunettes qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Pas du genre aigu et rapide, mais du genre lent. Le genre qui commence dans les entrailles et remonte jusqu'à la gorge, où il se resserre comme une corde, comme un sac. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Craig. Sa voix était toujours douce, mais les contours s'étaient effilochés. J'ai autorité sur ce territoire. J'ai des contacts. Le juge Whitfield n'a pas juridiction sur les fédéraux qui prévalent sur les juges territoriaux. Vous le savez. Écartez-vous. Craig ne s'écarta pas. Il se planta devant la porte et s'agrippa au cadre à 2 mains. Je veux mon avocat. Tu l'auras après que j'aurai pris le livre de compte. Écarte-toi ou je t'écarterai moi-même. L'un des adjoints du shérif sortit par l'arrière de la maison. Marshall, le long bâtiment. Il y a 8 CS et des cadenas sur les portes depuis l'extérieur. Et il y a autre chose. Quels noms sont gravés sur le mur au-dessus du CS? Des dizaines. Ara eut le souffle coupé. Elle descendit de cheval et se dirigea vers l'adjoint du shérif. Wyatt tenta de la retenir par le bras, mais elle se dégagea. Elle passa devant Aldridge, devant Cray, devant les adjoints du shérif et entra dans le long bâtiment. À l'intérieur, 8 6 alignés. Des matelas fins, sans couverture, des cadenas ouverts suspendus à des supports en fer sur les portes, et sur chaque lit de camp, gravé dans le bois avec des clous ou des ongles, ou tout ce qu'ils avaient sous la main. Les noms Mary, Bridget, Eva, Catherine, LSU, Esperanza, Rose, et sur le 3e lit à partir de la gauche, avec une lettre qu'elle reconnut parce qu'elle l'avait elle-même enseignée pendant les 3 jours précédant le pillage. Colleen Ara posa la main sur le mur, appuya ses doigts sur les rayures, sentit les rainures où une jeune fille de 16 ans, qui ne savait pas écrire son propre nom, l'avait gravé dans le bois parce que quelqu'un lui avait appris à le faire. « C'est moi qui lui ai appris, » murmura Ara. « Je lui ai appris à écrire son nom. Elle s'est entraînée sur le sol avec un bâton et l'a gravé ici pour que quelqu'un sache qu'elle existait. » Wyatt se tenait debout dans l'embrasure de la porte derrière elle. Il ne dit rien. Il ne la toucha pas. Il resta simplement là, comme il l'avait fait cette première nuit sous le porche, la laissant pleurer autant qu'elle en avait besoin. Elle appuya son front contre le mur, ferma les yeux et, pour la première fois depuis qu'on lui avait retiré le sac, elle pleura. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, ni des larmes contenues. Un son qui venait d'un endroit au-delà des mots, au-delà des souvenirs, au-delà de tout ce qu'elle avait construit pour survivre. Elle pleura pour Colleen, pour Margaret, pour Ada, pour Bess, pour les filles dont les noms étaient inscrits sur le mur et pour celles dont les noms n'y figuraient pas. Pour les filles qu'elle avait été à 15 ans, debout sur un quai de Boston, avec un contrat qu'elle pouvait lire, mais qu'elle ne pouvait pas refuser. Quand elle eut fini, elle s'essuya le visage avec le dos de la main et se retourna, sortit du bâtiment, passa devant les agents et devant Cray, qui était maintenant menotté et retenu par le 3e agent, et passa devant Aldridge, qui portait un livre de comptes en cuir marron avec une boucle en or. Elle se dirigea directement vers Wyatt. « L'avez-vous trouvé? » demanda-t-elle. « Vous l'avez trouvé. Toutes les pages correspondent, » acquiesça-t-il, et Cray fut placé en détention fédérale. Il ne rentrera pas chez lui ce soir, ni aucun autre soir. Elle regarda Cray une dernière fois. Il se tenait debout entre 2 agents, les menottes reflétant la lumière et le manteau noir poussiéreux sur les genoux. Il semblait maintenant plus petit, comme si le manteau le portait plutôt que l'inverse. Il vit qu'elle le regardait et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Le juge qui l'avait vendu pour 12 $ et la fille qui avait mémorisé tout son livre de comptes en une nuit. « Tu aurais dû me laisser le lire, » lui dit-elle. Il ne répondit pas. L'agent le conduisit jusqu'à un cheval et l'aida à monter. Ils partirent vers l'est en direction du tribunal fédéral de Santa Fe. Ara les regarda jusqu'à ce que la poussière les enveloppe. Aldridge s'approcha et s'arrêta à ses côtés.
J'ai besoin de toi à Saint-Effet pour le procès. 2 semaines. Ton témoignage est la pierre angulaire. Je serai là. Ça ne sera pas facile. Craig a des avocats. Ils s'attaqueront à ta crédibilité, à ton caractère, à ton passé. Mon passé est dans ces pages, Marshall. Tout. Ils peuvent s'attaquer à ce qu'ils veulent. Aldridge acquiesça lentement. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il ôta son chapeau et le porta à sa poitrine. Miss Sarah, en 12 ans de carrière comme shérif, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que toi. Je ne suis pas courageuse. Je suis en colère. Il y a une différence. D'après mon expérience, les personnes les plus courageuses le sont souvent. Il remit son chapeau et partit organiser ses adjoints. Tous se tournèrent vers Wyatt. « Ramène-moi à la maison, dit-elle. » C'était la première fois qu'elle utilisait le mot « maison ». Pas ton ranch, ni la cabane. « Chez moi. » Wyatt la regarda, debout dans ses bottes empruntées, les ongles tachés d'encre et les cheveux poussiéreux, avec quelque chose dans les yeux qui n'était pas là une semaine auparavant. Il ne savait pas exactement comment l'appeler. Ce n'était pas la paix. Pas encore. C'était ce qui précède la paix. Le moment où vous arrêtez de courir et où vous réalisez que plus personne ne vous poursuit. « Allons chez nous, dit-il. » Ils rentrèrent au ranch lentement, sans se presser, sans parler beaucoup, laissant la terre défiler sous leurs pieds à un rythme qui semblait mérité. Ils passèrent prendre la mer en chemin. Elle avait un sabot abîmé, mais elle continua la marche sans se plaindre, comme le font les vieux chevaux quand ils savent qu'ils rentrent à la maison. Le procès dura 11 jours. Allah témoigna pendant 3 d'entre eux. Il s'assit sur une chaise en bois dans le tribunal de Saint-Effet et parla sans note, sans hésiter, sans pleurer. Il décrivit le bateau, le quai, la charrette, le ranch, la vente aux enchères, les contrats, le livre de compte, le sac. Il a énuméré des noms, des dates et des montants en dollars. Il a décrit le bureau de Craig, ses lunettes, sa plume en argent, la façon dont il examinait les dents de la fillette comme si elle était du bétail. Lorsque l'avocat de Craig lui a demandé comment une Irlandaise analphabète pouvait avoir lu un document juridique, elle a récité de mémoire les 3 premières pages du livre de compte, mot pour mot. La salle est restée silencieuse. Lorsqu'il a demandé pourquoi quelqu'un devrait croire une femme à qui on avait vendu sa propriété, elle a regardé le jury et a répondu « Parce que l'homme qui m'a vendu tenait des registres et que je les ai lus et que je me souviens de tout. Vous pouvez me traiter de menteuse, monsieur, mais le livre de compte me donne raison et un livre de compte ne ment pas. » Craig fut reconnu coupable de 14 délits de trafic, 6 de fraude et 4 de détention illégale. Il fut condamné à la pendaison. 3 de ses acheteurs furent arrêtés, 2 autres s'enfuirent du territoire. Le juge Harrison et Saint-Effet démissionnèrent ces morts avant qu'on ne vienne les chercher. Le livre de compte fut versé au registre fédéral. Les 37 noms, toutes les transactions, toutes les preuves de ce qu'un homme avait fait sous le couvert de la loi et du silence. Après le procès, Aldridge est sorti la chercher devant le tribunal. Elle était assise sur les marches, Wyatt à ses côtés. Tous deux observaient en silence les gens qui passaient. Nous avons trouvé Margaret. Aldridge a dit qu'elle était à Abilene, qu'elle travaillait dans une blanchisserie, qu'elle était en vie. Il ferma les yeux. Colleen est dans un couvent près d'El Paso. Elle est en sécurité. Et Bess est à Denver, mariée, elle a un enfant. Et Ada? Aldridge a hésité suffisamment longtemps pour qu'Allah le remarque. Nous avons trouvé une tombe, a-t-il dit à voix basse. Près de la propriété de Holt, sans nom. La main d'Ara a trouvé celle de Wyatt. Elle l'a serrée jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle avait 17 ans. Elle a dit « Je sais ». Elle avait les cheveux roux et des taches de rousseur. Et elle riait quand elle avait peur. Elle riait parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Aldridge retira à nouveau son chapeau. Nous veillerons à ce qu'elle ait une pierre tombale appropriée avec son nom. Ada Quinn, Ada Quinn. Oui, madame. Il les laissa seuls sur les marches. Cette fois, elle ne pleura pas. Elle resta immobile, tenant la main de Wyatt, fixant la poussière de la rue. « Je suis arrivé trop tard pour elle, murmura-t-elle. Tu n'es pas arrivé trop tard pour les autres. Cela ne rend pas cela juste. Non, cela ne le rend pas juste, mais cela le rend important. » Ils rentrèrent chez eux. Les mois suivants furent calmes, comme seule une tranquillité méritée peut l'être. Or répara les clôtures, nourrit les chevaux, apprit à conduire la charrette.
Il cuisinait quand il en avait envie et ne cuisinait pas quand il n'en avait pas envie. Et Wyatt ne disait jamais rien à ce sujet. Une femme nommée Dove arriva un après-midi avec sa fille de 4 ans, Ruth. Elle avait été à Galveston avec Aura des années auparavant, avant qu'elle ne soit séparée et vendue à différents hommes. Elle n'avait pas d'argent, pas de chaussures, nulle part où aller. Aura regarda Wyatt. Wyatt ouvrit la porte de la grange. Il y a de la place, dit-il. Dove pleura. Ruth s'endormit dans les bras d'Aura, et le ranch qui avait abrité la douleur d'un seul homme pendant 3 ans commença à abriter autre chose. Nettie vint avec des provisions et une bouteille de whisky. Elle s'assit sous le porche avec Wyatt pendant qu'il apprenait à Ruth à écrire la lettre R dans la terre avec un bâton. « Elle est spéciale, dit Nettie. « Oui, elle l'est. Tu vas l'épouser. Si elle m'accepte, elle t'acceptera aussi. Elle doit juste décider que c'était son idée. » Un après-midi d'automne, Wyatt s'assit sous le porche pour huiler sa selle. Tout le monde sortit et s'assit à côté de lui. Elle portait les bottes de Sarah, déjà rodées, qui lui allaient comme si elles avaient toujours été les siennes. « Je veux un nom, dit-elle. « Tu as un nom. J'en veux un nouveau. Un nom de famille. Un que je choisirai. » Elle posa la selle par terre. « Quel nom? » Callahan. Il la regarda. « C'est mon nom. Je sais. » Il resta silencieux pendant un long moment. Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit l'alliance de Sarah. Celle qu'il avait portée pendant 3 ans après sa mort. Celle qu'il avait finalement retirée le soir où elle lui avait dit son nom. « Sarah t'aurait bien aimé, dit-il. Je crois que je l'aurais bien aimé. » Il lui tendit la bague, elle la prit et la passa à son doigt. Elle était un peu grande, mais elle lui allait. « Je ne la remplace pas, dit-il. Je sais. Tu ne remplaces personne. Tu commences quelque chose de nouveau. » Ils se marièrent un dimanche, sans pasteur ni papier. Seule Nettie servait du whisky dans des tasses en étain, Dove cousait un ruban bleu sur une robe en lin blanc et Ruth dispersait des fleurs sauvages sur le porche. Wyatt se tenait debout, vêtu de sa plus belle chemise, les mains sur les côtés, calme pour la première fois depuis des années. Tout le monde est sorti avec la robe blanche, les bottes de Sarah et les gants en cuir que la mère de Wyatt avait utilisés pour travailler la terre 40 ans auparavant. Elle lui a pris la main. « On m'a vendu pour 12 $, a-t-elle dit. Et j'ai fini ici. Tu n'as pas fini ici. Tu t'es battu pour arriver ici. C'est la même chose. Ce n'est pas pareil et tu le sais. » Elle sourit, l'embrassa, et ce fut tout. Le printemps arriva en force et fut clément. La pluie imprégna les champs. Le bétail grossit. Dove agrandit la pièce sud pour en faire un atelier de couture. Ruth commença à lire toute seule, prononçant les mots de la Bible comme on le lui avait appris. Et un matin, elle plaça un berceau en cèdre près de la cheminée. Elle ne dit rien à ce sujet, elle le posa simplement là et retourna réparer la clôture. Wyatt le vit lorsqu'il entra pour déjeuner, il le regarda fixement, puis la regarda à travers la fenêtre, où elle enfonçait un poteau dans le sous-sol avec plus de force que nécessaire. Il sortit. « Ara, je suis occupé. Ara. » Elle cessa de marteler et se retourna. Elle avait les joues rouges et se mordait la lèvre, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle essayait de ne pas ressentir quelque chose de trop fort. « Est-ce que nous le sommes? » Oui. Elle laissa tomber la tasse en étain qu'elle tenait. Il ne la ramassa pas. Quand, en hiver, il parcourut la distance qui les séparait en 3 pas, l'attira vers lui et la serra si fort dans ses bras qu'elle rit et le repoussa. « Tu m'écrases. Je m'en fiche. Mais le bébé, oui. » Il la lâcha et la regarda. Elle souriait. Un sourire authentique, comme elle avait presque oublié comment faire. « Comment allons-nous l'appeler? » demanda-t-il. « Comment sais-tu que c'est une fille? »« Je le sais, c'est tout. » Ara regarda de l'autre côté du champ, vers la clôture où elle avait accroché le vieux sac de grains quelques mois auparavant. Il avait été emporté par une tempête et elle n'était pas allée le chercher. Elle avait enterré la corde dans le jardin, sous le peuplier. Sans aucun signe, sans cérémonie, simplement disparu. « Verity, dit-elle. Cela signifie vérité. Verity Callahan, Verity Callahan. » La petite fille est née en décembre, en pleurant, le visage rouge et fort. Wyatt l'a prise en premier parce qu'alors tremblait trop des bras. Il regarda son petit visage, ses petits poings et sa petite bouche, qui exigeaient déjà que le monde lui prête attention. « Elle a tes yeux, dit-il. Elle a ton entêtement, dit Collard. Ça lui sera utile. » Dove, Ruth et Nettie se blottirent dans la cabane.
Natty prit la petite fille dans ses bras et dit qu'elle était faite pour durer. Ruth demanda si elle pourrait lui apprendre à écrire quand elle serait assez grande. Allah répondit que oui. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, que la cabane fut bien chauffée et que le bébé fut tranquille contre sa poitrine, elle regarda ses mains. Les taches d'encre avaient disparu, effacées par des mois de savon, de soleil et de fils de fer barbelés. Mais la callosité du crayon était toujours là. Elle appuya son pouce dessus et sentit le relief dur et permanent, comme une cicatrice qui avait décidé de rester. Elle regarda Wyatt, qui dormait dans le fauteuil à côté d'elle, le Winchester appuyé contre le mur par vieille habitude, le visage détendu et calme pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Elle regarda Verity, endormie, respirant à un rythme lent et parfait. Elle regarda la pierre de la cheminée, où la deuxième copie de son témoignage était toujours cachée derrière le rocher détaché. Elle ne l'avait jamais déplacée et ne le ferait jamais. Elle resterait là tant que la maison tiendrait debout. Une trace, une preuve, une promesse que ce qui leur était arrivé, à elle, à Margaret, à Colleen, à Bess et à Ada, avait été écrit par quelqu'un qui refusait de laisser l'oubli l'emporter. Les années passèrent, le ranch s'agrandit. Dove épousa un homme tranquille de Cimarron qui réparait des voitures et ne haussait jamais le ton. Ruth devint enseignante. Nettie dépassa toutes les attentes et mourut à 78 ans, un verre de whisky à la main et le sourire aux lèvres. Verity grandit, devenant grande, féroce et cultivée à l'âge de 4 ans. Elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Livres, journaux, étiquettes de sacs d'aliments pour animaux, affiches recherchées. Ara la regardait lire comme une femme regarde un feu qu'elle a allumé délibérément, avec fierté, avec prudence, sachant que le feu peut réchauffer ou brûler, mais qu'il éclaire toujours, toujours l'obscurité. Un après-midi d'été, Verity était assise sur la clôture et regardait Wyatt brosser un cheval. Elle avait 7 ans. Elle se tourna vers Ara. « Maman, qu'est-ce que c'est? » Elle désigna le peuplier où la corde était enterrée. « Un arbre, dit-elle. « Non, en dessous. Tu regardes toujours cet endroit. Qu'est-ce qui est enterré là? » Ara s'agenouilla à côté de sa fille, prit ses petites mains et les tint dans les siennes. « Il y a longtemps, quelqu'un a essayé de me rendre invisible. Ils m'ont mis un sac sur la tête, m'ont attaché les mains et m'ont dit que je ne méritais pas d'être regardé. » Verity écarquilla les yeux. « Qui? Un homme qui croyait pouvoir posséder les gens. Que lui est-il arrivé? J'ai écrit son nom et un marshal fédéral est venu l'emmener. Parce que tu l'as écrit? Parce que je l'ai écrit, et parce qu'un homme à cheval n'a pas détourné le regard alors que tous les autres l'ont fait. » Verity regarda Wyatt. « Papa, papa. » La petite fille y réfléchit d'un instant. Puis elle regarda sa mère avec une expression trop mûre pour une enfant de 7 ans. « Maman, je suis contente que tu saches lire. » Ara serra sa fille dans ses bras, la serra contre elle et respira le parfum de ses cheveux, chauds, propres et vivants. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Ara Callahan mourut vieille, pleine d'années, dans la cabane près de la cheminée, où elle s'était assise pour la première fois en tremblant, avec une tasse d'eau qu'elle ne pouvait tenir fermement. Wyatt mourut 2 ans plus tard, paisiblement dans son sommeil, avec la bague de mariage qu'elle lui avait offerte toujours dans sa poche, car elle la lui avait rendue la semaine avant de mourir et lui avait dit « Garde-le près de toi, nous nous reverrons bientôt. » Ils l'enterrèrent sous le peuplier, près de la corde, près du jardin qu'elle avait planté. À côté de la vie qu'elle avait menée avec ses mains tachées d'encre, ses bottes empruntées et un souvenir qui ne l'avait jamais quitté, Ruth sculpta elle-même la pierre tombale. 5 mots. Elle les a tous écrits. Et dans les endroits où les filles continuaient à disparaître sans nom, on racontait des histoires sur une femme qui avait lu ses propres chaînes et les avait brisées avec un crayon. Ce n'était pas une malédiction, ni un fantôme, ni un numéro. C'était un nom. Ara Callahan, née au moment où quelqu'un a dit « Ne détourne pas le regard ». Et quelqu'un. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette histoire. Si vous avez senti le vent du désert et le poids du destin dans chaque mot, abonnez-vous et revenez bientôt, car le Far West recèle encore des levers de soleil doré, des promesses non tenues et des légendes qui attendent de s'éveiller à l'horizon.